Bienvenue au Polysécure, épisode spécial Sécure. Je suis accompagné de Bruno. Est-ce que tu peux te présenter? Pour ceux qui ne connaissent pas encore. Bruno Germain, je suis un solution architect avec Zscaler et je récidive depuis plusieurs années avec ce qui se passe avec Secure avec des présentations. Oui, fait que comme un peu tu as fait référence dans ta présentation, tu as comme une secte sur le Zero Trust que tu es en train de fonder. T'as effectivement, là, puis on reviendra pas sur les détails de ta présentation. Pour ceux qui veulent, c'est disponible jusqu'au 2 juin, fait que vous avez encore accès. Sinon, ben, vous pouvez payer, puis c'est encore disponible à peu de frais. On va aller plus loin parce que dans ta présentation, tu avais comme un cas type que tu présentais qui te servait de dorsale pour expliquer les avantages du Zero Trust et ce que c'est. Moi, je suis intéressé à savoir justement la phase en ils réfléchissent à et ils atteignent ce que tu as montré. L'entre-deux, justement, le chemin qui mène de un, parce qu'ils n'ont pas, ça n'a pas fait ça du jour au lendemain. Ça n'a pas été rapide comme tu as fait en 15 minutes dans ta présentation. Ça a dû être beaucoup plus long d'évaluation, beaucoup plus complexe d'architecture, parce qu'il y a quand même beaucoup de décisions qui, même si la solution elle-même facilite le chemin, parce que c'est comme un overlay, il demeure qu'il y a quand même des systèmes qui sont un peu plus complexes malgré tout à transférer. Fait que j'aimerais t'entendre là-dessus, voir un peu le chemin sans vraiment, en dénominant le plus possible le dit client. Oui. Ce qu'il faut comprendre au départ, puis je pense que c'était sous-jacent un petit peu aussi dans ton commentaire, c'est que peu importe la solution qu'on regarde, peu importe le vendeur, je pense pour n'importe qui a travaillé un petit peu dans le domaine de la sécurité puis qui a essayé de faire un petit peu de Zero Trust ou un modèle de least privilege, c'est rare qu'il y ait une solution qui règle tout. Dans le passé, on a essayé de faire du NAC, on a essayé de faire de la micro-segmentation, on a essayé de sortes de trucs, les VPN et tout, puis bon, ça répond à des besoins ou à une partie de nos problèmes, mais c'est rare que ça rencontre l'ensemble de nos besoins. Fait que dans le fond, dans ma présentation, ça avait de l'air à régler tout, mais dans les faits, il y a quand même certains trucs là, que ça règle pas. Mais a priori, on fait quand même, je pense que ça demeure une bonne attitude ou une bonne façon de faire, de régler pour les cas génériques, c'est-à-dire les cas généraux qu'on est capable d'aller chercher, qui représentent souvent 95% de ce qu'on a à faire, puis de ne pas faire l'architecture pour le 5% qui est tout croche. Là, fait que, on va s'attaquer au 5% tout croche avec des outils, mais réglons pour le reste. Ceci étant dit, dans le fond, ce que je présentais, c'était un client qui était relativement typique, qui avait justement accumulé un nombre d'outils au fil du temps parce que ses besoins avait évolué, c'est-à-dire que des applications étaient sorties du centre de traitement. Prenons juste Office, Microsoft Office, qui avant ça, bon, on hostait tout à l'interne, puis là on est rendu à 99,99% tout utiliser le service SaaS de Microsoft. Ben, déjà en partant, les gens qui sont pas à l'intérieur de nos bureaux, on les voit plus. C'est venu modifier les flots de trafic. La COVID est venue modifier ça aussi. Les gens, il y a beaucoup de services qui sont de nature SaaS, mais en plus de ça, la transformation numérique de plusieurs entreprises a fait en sorte aussi que certains de ces services-là sont maintenant hostés dans le cloud. Quand on regarde les compagnies manufacturières, ils ont toutes sortes d'autres trucs. Ils ont des contrôleurs de chaîne de montage. Ils ont toutes sortes d'autres besoins qui font en sorte que les contrôles, des fois, se retrouvent dans le cloud. Il y a des manufacturiers externes. Donc, le modèle qu'on avait d'une muraille où on mettait tout dedans, carrément explosé pour tout le monde. Puis comme je disais, ce client-là n'était pas différent. Bon, si on regardait au niveau du poste de travail, il devait avoir 3 ou 4 clients dessus. Un client qui faisait de la résolution DNS, qui faisait du filtrage d'URL, un autre pour faire du VPN, un autre qui le ramenait chez un fournisseur qui faisait un petit peu de décryption SSL, mais pas tout. Un autre qui était capable de regarder un petit peu, voir s'il recevait pas, c'est-à-dire qu'il venait complémenter le endpoint protection, puis qui détonnait ou qui regardait voir s'il n'y avait pas des attaques qui étaient en transit. Ce qui fait en sorte que le laptop devenait extrêmement compliqué à gérer, puis à maintenir.
Puis encore une fois, ça s'est fait de manière progressive. C'est pas comme si une journée, il a décidé de mettre 3 ou 4 clients sur la même machine. C'est au fil des besoins, bon, on a patché, on a fait évoluer le modèle. C'est un peu la même chose à l'interne. Fait qu'ils se retrouvaient avec un environnement assez complexe, du MPLS. Puis bon, eux autres aussi se posaient la question, mais est-ce qu'on s'en va du côté d'SD-WAN, admettons, pour diminuer nos besoins MPLS, puis aussi que chacune de nos succursales ou de nos sites distants puisse s'en aller vers directement des services qui sont hostés sur le cloud au lieu de transiter. Plusieurs pièces en mouvement. Plusieurs pièces en mouvement qui sont pas différentes d'à peu près tout ce que je vois partout. Puis, la première partie du travail que j'ai fait avec eux, c'est d'essayer de mettre un petit peu d'ordre là-dedans. C'est-à-dire de faire l'inventaire de ces choses-là, puis au départ, quel était le besoin? C'est-à-dire que pour voir, bon, oui, besoin d'URL, c'est ça, mais puis est-ce qu'il y a une possibilité en le mappant à un modèle de zéro trust? Parce que dans la présentation, ce que je fais, c'est que je ramenais tout le temps le modèle du NIST. Puis je leur disais, ben, vos morceaux, ils se mappent où dans tout ça? Puis ils font quoi dans tout ça? Puis est-ce qu'on est capable de progresser? Si c'est votre désir de progresser vers un modèle de zéro trust, est-ce que ça vous aide ou ça vous aide? Bon. Un coup que ça a été fait, là, la deuxième affaire, c'était de prioriser un petit peu cette démarche-là. Dans quel ordre on fait les choses. Dans leur cas à eux, ce qu'ils voulaient surtout, c'est tous les accès SaaS qui avaient plus de visibilité. Ils voulaient d'abord s'attaquer à ça. A priori, si je regarde, bon, il y a des services de type SASE qui existent, ou aussi du CASB qui existe, qui nécessitent pas beaucoup de choses, puis qui nécessitent pas, puis qui vont donner un niveau de sécurité, puis qui vont filtrer, puis qui vont faire ce genre de trucs-là, qui sont hostés dans le cloud. Par contre, on n'a pas d'engin politique, on n'a pas de contrôle de posture, on n'a pas une loupe de feedback qui vient monitorer la session, puis si des trucs changent, qui vient changer les paramètres. Donc, tout l'engin politique de Zero Trust n'existe pas dans ces modèles-là. C'est strictement des modèles où on enchaîne des services, finalement, là, de sécurité. Puis eux, c'est pas ça qu'ils voulaient. Ils voulaient vraiment commencer tranquillement à faire cette migration-là vers un modèle où tout va être géré par politique et non plus juste par ouvert un port vers ci avec un flow qui passe par là. Donc, ouais, vraiment l'ancienne, très ancienne façon de faire, mais qui est quand même encore très utilisée actuellement. C'est ça qui est, à mon sens, un peu troublant qu'on parle encore après 3 ans de confinement, puis de COVID, puis tout ce qu'on a vécu, puis de transformation numérique imposée, qu'on parle encore de ces choses-là. Puis je l'entends chez mes clients, là, que quand on devrait plus parler de respect, de firewall, des choses comme ça, on parle plus du genre du web, de consommer des services, puis justement, le zéro trust, c'est très commode dans cet univers-là de consommation de services, consommation d'applications, et non de consommation de machines, comme on le voyait dans l'ancien temps. Oui, mais il faut absolument se découpler de l'infrastructure. C'est-à-dire que du moment où ce que tu bouges, il faut travailler avec des noms, il faut travailler avec des locations, il faut travailler avec des données, des métadonnées. Sinon, on s'en sort pas, là. Donc, le premier heavy lifting, je dirais, là, c'est la fédération des identités. C'est-à-dire que souvent, les entreprises ont plusieurs, bon, ils ont 99%, ils ont tout AD, là, mais soit par acquisition, parce qu'il y avait différentes forêts. Tu vois. En tout cas, à un moment donné, il faut fédérer ces trucs-là, ou à moins d'avoir plusieurs arborescences, mais si on fait un move vers Azure, normalement, vers Microsoft 365 et tout, normalement, ce chemin-là est déjà commencé. C'est-à-dire, ils ont déjà un petit peu faire une progression. C'est toujours pas un système de gestion d'identité, ce qui est un autre truc, mais a priori, il a normalement fédéré les identités. Puis, ce qu'on va venir faire, c'est qu'il faut que, dans le fond, si on est pour passer sur un système de zéro trust qui est basé sur les identités, il faut avoir cette connexion-là. Il faut être capable d'aller voir les identités des gens pour les identifier. Donc, un coup que ce travail-là est fait, que cette connexion-là est faite, puis que au niveau de l'infrastructure de Zero Trust, on est capable de dire, ben, c'est Bruno versus Nicolas Loïc, ben, on a déjà un grand bout de fait. Mais ça, c'est le travail initial. Après ça, le deuxième travail, ben, c'est de regarder au niveau du poste de travail,
Puis, la façon la plus simple, c'est encore de mettre un agent, mais un agent qui, finalement, sa job dans la vie, c'est d'amener le trafic vers le point de service, puis un petit peu de télémétrie, mais rien de plus. Puis pour ça, ben, ça va peut-être cleaner la machine, c'est-à-dire que on va peut-être pouvoir éliminer d'autres agents parce qu'on les avait mis à la pièce au moment où on en avait besoin. Puis aujourd'hui, ben, la pile de sécurité ou les services de sécurité sur lesquels on va se connecter dans le cloud vont nous les offrir au complet. C'est-à-dire que ce soit au niveau du DNS, du filtrage de URL, décryption SSL, d'être capable de regarder si bon, il y a des attaques qui sont en train de se passer live, le DLP et compagnie. On n'a plus besoin d'avoir des trucs séparés pour faire ça. On peut faire ça de manière centralisée à un endroit, ce qui fait que le besoin du client est moindre. Là, ce qui vient intervenir normalement à ce moment-là, c'est de manière historique. Comment est-ce que les gens se connectaient? Comment est-ce que les gens s'authentifiaient? Puis on ne veut pas trop changer leurs habitudes. Fait que souvent, les contraintes qu'on voit apparaître sont plus d'ordre opérationnel que technologique. Parce que ce serait facile de se débarrasser des clients, mettre le nouveau client, puis être fini. Mais souvent, les gens disent « Ah non, nous autres, notre procédure, parce qu'on fait les patchs de telle façon, quand les gens oublient leur password, on fonctionne de telle façon. » Bon, il y a des trucs qui viennent intervenir d'une manière opérationnelle qu'il faut penser puis intégrer au client. Fait que ça, mais ça m'amuse parce que quand on parle de genre l'abondance de clients de sécurité sur les machines, en 2020, dans les années 2020, on parlait de la même chose à la fin des années 2000 parce qu'on avait justement une explosion de ça. On l'a comme réglé. Puis ensuite, on revient encore à la boucle. On a une réexplosion de nombre d'agents sur les machines qui est ralentie. Mais tu sais, c'est les mêmes affaires où les antivirus, puis tout ce que ça comportait à la fin des années 2000, c'était un bordel. Puis on chialait, nos machines étaient lentes parce qu'on avait trop de processus. Puis pour ceux qui connaissent ça, avec un McAfee EPO, entre autres, qui était ultra lourd sur les machines, qui ralentissaient au possible parce qu'il y avait 15 agents qui étaient accompagnés de ça, puis qui bouffaient de la machine, finalement, qui était juste un chose. Je trouve ça amusant que ça revienne. Les cycles là-dedans sont toujours intéressants. Puis pour les jeunes qui commencent, je pense que c'est important de lire un peu l'histoire de notre univers, parce que ça va éviter peut-être de répéter les mêmes désastres dans lesquels on était. Mais je suis content de voir que cette stratégie-là nous ramène dans un contexte de moins d'agents, de simplification, parce que justement, c'est juste pour la gestion, là. Oui, c'était, pour en revenir à l'histoire, là, dans le fond, Steve Bellovin, là, le premier qui a comme patenté avec Chadwick, là, les premiers packet filtering systems, là, les ancêtres des firewalls modernes. Je me rappelle plus si c'était Chadwick ou Bellovin, mais de mémoire, c'est Bellovin qui disait tout le temps « Complex security isn't ». Ça m'a toujours resté parce que j'ai toujours trouvé que quand ça devenait trop compliqué, on le gérait plus, puis finalement, on s'exposait. Donc, un coup que tout ça c'est fait, on peut commencer à bâtir des politiques, puis on est déjà, là tous les accès publics peuvent être couverts. Ça, c'est le gros du travail, je dirais, au départ. Là, quand on a réglé ces deux morceaux-là, dans un modèle de zéro trust, un petit peu à la Zscaler, où on fait les affaires over the top là, avec un overlay, après ça, c'est juste d'aller déposer les endpoints qu'on veut un petit peu partout dans le réseau. C'est-à-dire que pour Zscaler, il y a des applications qui sont publiques, puis il y a des applications qui sont privées. Puis quand on s'en va du côté privé, on a un connecteur qu'on va déposer dans un centre de traitement, qu'on va déposer dans un VNet, qu'on va déposer dans un VPC, peu importe, dans une usine ou autre. Puis lui fait un dial-out vers le cloud, fait qu'il établit une connexion en sortie vers le nuage de Zscaler. Fait qu'il n'y a pas de port public, il n'y a pas de publicisation de service, il n'y a pas de DNS public, de record de DNS public. Puis, dans le fond, l'engin de politique va venir, si la politique te le permet, venir te connecter à l'interne sur les applications qui sont à l'interne de la compagnie, qui ne sont pas publiques. Fait que c'est juste de venir après ça connecter les trucs aux bons endroits. Mais le gros de l'ouvrage, c'est au départ. Là. C'est les deux gros morceaux là, d'un point de vue client, c'est de venir faire, dans le fond, de s'assurer qu'on a toutes les identités requises qui sont dans les groupes, etc. Puis le deuxième, c'est le poste de travail. Puis encore une fois, là, on rentre dans des niveaux de détail, mais un poste Windows avec des clients, il y a un engin de filtrage avant l'engin de routage. Donc, dépendamment où est-ce que le client s'insère, il y a un ordre dans lequel les choses vont être résolues. Tandis que si tu vas sur un OS X, il y a juste une table de routage.
Fait qu'à un moment donné, tu n'as pas le même niveau de contrôle puis de granularité sur comment travailler. Ça va être le même agent, il ne travaille pas de la même façon. Puis après ça, ben là, tu as l'iOS, puis après ça, tu as Android, puis après ça, bon, tu as tous ces autres OS-là qui ont toutes leurs particularités. Donc, pour dire que ça, c'est les deux gros éléments à faire au départ. Puis un coup que ça c'est fait, on s'attaque aux politiques. Puis un coup que les aspects publics sont faits, ben, on se retourne vers l'interne, puis on se débarrasse des VPN, puis on met un type de connectivité par service localisé là, aux bons endroits avec les connecteurs. Oui, ben, même si c'est simple, c'est compliqué. Là. C'est ça le défi. Puis ensuite, c'est de définir, justement, se débarrasser des agents. La politique aussi est quand même un élément très central parce que c'est ça qui, puis tu l'as bien souligné dans ta présentation, c'est les seules solutions, les vrais 0-3, c'est vraiment le moteur de politique qui fait la différence. Puis c'est là aussi le plus gros du travail. Fait que j'imagine que ce client-là a dû quand même avoir une certaine dose de réflexion sur définir ses politiques et comment l'aborder, parce qu'il n'y a pas juste 2 machines et 2 serveurs. Là. Il doit y avoir quand même un bassin assez complexe de systèmes. Oui, puis tu sais, on se parlait tout à l'heure d'exception, puis que ça règle pas tout. On veut, mettons, décrypter du SSL. On est capable de le faire de manière très large, c'est-à-dire on est capable de prendre tout le trafic SSL qu'un client peut nous envoyer, c'est pas un problème. Par contre, toutes les sessions, mettons, comme de type Teams, de téléphonie sur IP, etc., il n'y a aucun besoin de faire ça. Fait que normalement, tu les sors de là parce que même si tu regardes les recommandations de Microsoft, tu viens pas jouer là, dans ce trafic-là. Ça serait juste dommage que les paquets arrivent dans un désordre ou je sais pas quoi là, à l'autre bout. Fait que ça, tu touches pas. Tout le trafic interactif, tu y touches pas. Ce qui est en train de sortir au niveau MTLS, entre autres Mutual TLS, pour faire de la décryption SSL, tu joues le man in the middle, comme un bon gars, par contre, là, parce que tu as échangé les certificats de la bonne façon. Mais Mutual TLS fera en sorte que tu es obligé de jouer ça des deux côtés, c'est-à-dire tu le fais face au serveur, puis tu le fais face au client. On ne peut pas faire ça encore aujourd'hui. Donc, tous les types de services qui seraient mutuellement authentifiés par MTLS, il faut les sortir, il faut les mettre en exception, il faut les gérer ailleurs. Donc, encore une fois, c'est pas, ça couvre, je dirais, 95% de tous les besoins. Il va quand même rester des cas d'exception qu'il va falloir trouver des solutions plus particulières pour ceux-là. Ben, c'est ça demande toujours quand même de la réflexion, puis ça change pas. Là. C'est pas magique, même si c'est facilitant là, par rapport à bien des autres. De toute façon, tout ce que tu me mentionnes me fait penser énormément à tout le volet de migration infonuagique où les gens pensent que c'est magique, on envoie puis ça marche comme ça. Il y a de la réflexion préalable qui doit être faite, qui est quand même nécessaire pour nous amener là, même si le chemin est beaucoup plus facile. Puis on en avait déjà parlé, tu n'as pas besoin de refactorer ton réseau. C'est déjà un irritant majeur. Là, dans ce cas, tu es en overlay. Mais il faut que tu connaisses tes applications, il faut que tu connaisses tes choses. T'sais, on s'en sort pas dans quand même un peu comme quand on veut faire de l'info, on veut basculer en infonuagique. Faut connaître notre cœur de métier pour être capable de faire quelque chose. As-tu d'autres volets que tu n'as pas abordés qui seraient pertinents d'aborder là ou on est pas mal non, sur... ce que je dirais, c'est que les manufacturiers connaissent leurs produits. Ça, c'est une chose, là, normalement. Puis évidemment, quand on leur pose la question, c'est toujours le meilleur. Puis après ça, à l'autre extrême, tu as aussi des gens qui sont des experts dans certains domaines, mais qui connaissent souvent pas nécessairement tous les produits, puis qui vont y aller avec les produits qu'ils connaissent ou avec un manufacturier ou en tout cas avec une offre cloud, admettons, qu'ils connaissent bien versus... Parce que c'est difficile de se tenir à jour sur tout. D'un fois, par souci de transparence, on se dit les manufacturiers, des fois, c'est sale, sont biaisés et compagnie. Je pense que ça prend un petit peu des deux pour y arriver. T'sais, ça prend autant des experts qui ont une sorte de compétence particulière dans un domaine, avec un client aussi, puis comment que le client fonctionne, mais à un moment donné, d'être capable de se greffer ensemble puis d'avoir comme dans mon cas à moi, là, ma job, dans le fond, c'est de bâtir des architectures avec les clients. C'est l'expérience que j'amène aussi.
c'est certain que, bon, je le fais avec mon employeur, mais en même temps, je ne positionnerai pas des trucs qui ne fonctionneront pas. Je peux pas. Ça ne marchera pas. Donc, de s'engager, de penser que c'est pas quelque chose qui va se faire nécessairement dans une semaine ou deux. Mais le client dont je faisais référence durant la présentation, sa migration complète s'est faite sur une période de 6 mois. Si on compare ça aux manières traditionnelles de faire du zéro trust, où on devait aller toucher l'infrastructure, on parle d'années, là. On parle en années. Fait que même si c'est difficile, même si ça demande un niveau d'expertise quand même, parce que quand on tombe dans le détail, là, ça demande quand même des trucs à savoir. On est en termes de facilité, on est dans un autre monde en ce moment. Oui. Oui, absolument. Ben, je suis habitué de travailler avec les fabricants, fait que les manufs, ça m'impressionne pas. Puis de toute façon, je préfère en parler à plusieurs justement pour avoir une histoire moyenne. Là. C'est un peu ce que la COVID nous a appris, c'est que tu peux pas te fier à une source d'information pour savoir ce qui se passe. Tu te fais au moins à deux pour être capable de corroborer qu'est-ce qu'il y en est. Malheureusement, on est dans cet univers-là. Fait que, bref, très intéressant. C'est toujours très intéressant de voir justement les nouvelles choses que tu partages sur le Zero Trust parce que ça évolue. Justement, dans l'entrée de jeu, dans ta présentation, tu le mentionnais justement que tu cheminais là-dedans avec l'évolution des technologies qui vont avec. Puis je vais faire un clin d'œil parce que j'ai été touché par ça en 2007 par le Zero Trust, qui était le Jiroku Forum à l'époque, parce que j'étais dans un univers d'un fabricant NAC à ce moment-là qui était en train d'un marché émergent. Fait que le NAC, c'était une espèce de réponse qu'il y avait à ce moment-là qui finalement est devenu du Zero Trust. Mais je m'étais intéressé au Zero Trust à ce que dans ses premiers balbutiements, justement parce que c'est arrivé à ce moment-là, parce que j'étais dans un domaine qui cherchait à arriver à ces choses-là sans connaître que le Zero Trust était quand même un élément. Fait que c'est super intéressant. Fait que j'ai une petite affection personnelle par rapport à ce genre parce que ça date vraiment de très longtemps. C'est vraiment de 2007. C'est pas hier, mais bref. Merci énormément. C'est toujours très intéressant de voir ce cheminement-là, de nous exposer ces éléments-là de ton expérience. Fait que merci pour ta générosité. Merci à toi.